BFM Business, Intégral Bourse, jusqu'à 18h, le Club de la Bourse. Nos invités du Club de la Bourse, Pascal Bernachon avec nous ce soir, directeur de la gestion de Richelieu Gestion. Pascal, bonsoir. Bonsoir. Et Christian Mariet, qu'on accueille également, gérant chez 21st Capital. Christian, bonsoir. Bonsoir. Le luxe, bon, comment est-ce qu'on explique, enfin, moins 10% sur Kering. Je suis pas sûr, vous avez un peu plus d'expérience que moi, mais je suis pas sûr de l'avoir vu beaucoup de fois dans ma vie récente sur les marchés, en tout cas. Non, c'est extrêmement rare de voir des variations de cette nature sur des entreprises de cette taille. En tout cas, c'est très intéressant pour la réflexion générale. On voit ce matin LVMH qui sort ses trimestriels, son chiffre d'affaires trimestriel en progression de 10%. C'est ce que le consensus attendait, à une virgule près. C'est en décélération, c'est vrai, sur le T2 qui était à 11%. Mais par contre, quand on regarde un peu dans le détail, on se rend compte que sur tout ce qui est mode maroquinerie, on est en hausse de 13%. C'est-à-dire donc un point de plus que le consensus. Et sur les vins spiritueux, on est en hausse de 11%, ce qui également est en progression par rapport au consensus. Donc ça serait plutôt des bonnes surprises. Et notamment, ce qu'il faut aussi voir, c'est que ces deux secteurs représentent pratiquement la moitié du chiffre d'affaires de LVMH, et que c'est sur ces deux segments-là que les marges sont le plus élevées. Oui, c'est ça. Parce qu'on n'a pas encore les marges là, c'était juste un point d'activité, chiffre d'affaires. L'activité. Et on essaye d'anticiper ce qui va se passer sur les marges. Quand on regarde ça, en tous les cas, on se dit que c'est plutôt favorable, puisque donc le mix est plutôt donc dans le bon sens. Il y aura bien sûr des effets de change qui vont être négatifs, mais ça, tout le monde s'y attend. Donc c'est pas dramatique. Et puis là, patatrac, on voit le secteur qui commence à baisser. Donc dès ce matin, à la surprise, moi j'ai des bureaux d'études qui m'ont appelé, qui se demandaient comment se faisait, pourquoi ça baissait. Parce que pour eux, c'était pas trop mauvais. Il y a eu un faux départ en plus. Si on reprend, mais c'est très intéressant. LVMH ouvre en hausse de 2-3%, annoncé en hausse de 3-4% avant l'ouverture. Ça monte, ça a tenu quelques minutes. Oui. Tous les bureaux d'études, en fait, ont été extrêmement surpris, parce qu'à la suite de cette publication, il y a même qu'on disait ouf, on est soulagé, ça rassure. On est rassuré. Et patatrac. Alors, c'est juste là que ça devient très intéressant, d'autant plus que ça touche tout le secteur, et même au-delà du secteur. Et en fait, la clé, elle est sur la Chine, sur ce qui se passe en Chine. Il y a eu un indicateur qui est sorti et qui est assez suivi, mais on en a un peu parlé aussi, en tout cas en France, un indicateur qui est basé en Chine sur la construction des indicateurs avancés qu'on peut avoir dans les pays occidentaux, et qui marque une décélération assez forte. Bien plus forte que celle qu'on imagine. Et on est au plus bas depuis 7 ou 8 ans. Ouais. Donc là, il se passe quelque chose sur la Chine. Ouais. Il se passe quelque chose. Qu'on avait mal anticipé. Le rallentissement chinois, tout le monde l'avait un peu en tête, mais visiblement, probablement plus fort que ce qu'on imagine. C'est plus marqué que ce qu'on imaginait il y a encore quelques temps. Il y a d'autres pistes dessus. Et on voit effectivement donc la modification de la politique de la Banque centrale chinoise vers une politique beaucoup plus accommodante qui s'est faite ces derniers jours. Donc c'est certainement effectivement donc à la vue de ces chiffres-là qu'on a desserré un peu l'étau sur le crédit en Chine. Et puis alors là c'est à voir encore, mais la Chine a fait des concessions à Trump sur les négociations commerciales. Est-ce que c'est pas aussi parce qu'ils sentent que leurs chiffres se dégradent? Donc tout ça est assez intéressant, et puis ça montrerait. Alors si on revient sur le luxe, l'inconvénient du luxe, alors d'abord pour nous Français, c'est que c'est 25% du CAC. Donc on peut dire qu'on a un CAC chinois. Eh oui, et donc il faut, quand on veut jouer sur le CAC, il faut quand même s'intéresser de très près à donc ce qui se passe en Chine. Et puis ce qui est un peu ennuyeux pour le luxe, c'est qu'en fait on se rend compte que le seul point de croissance c'est la Chine. Il n'y en a pas ailleurs. Donc en tous les cas en expansion. Dans les pays en développement type de la Chine, il y a également donc l'Inde. Mais alors là, le comportement des Indos n'est pas le même que celui des Chinois. Les Chinois sont quand même un petit peu sur le paraître. Et donc effectivement le luxe, montrer qu'on a une montre de telle marque, c'est plus de 30% des ventes mondiales du luxe aujourd'hui, le consommateur chinois. Et la croissance qu'il y a. Et la croissance, ça doit représenter la moitié ou plus de 50% de la croissance. Surtout là, je pense que c'est la croissance où ça se joue. Et donc, à partir du moment où on a une décélération en Chine, on peut se poser la question de savoir comment ça va se passer. Alors après, on s'était demandé, mais quel est l'impact sur le luxe d'un ralentissement économique? Alors, je n'ai pas été vérifier encore les chiffres, mais mon expérience montre, en tous les cas, quand on a vu ce genre de phénomène sur les pays occidentaux, que finalement, quand il y a un ralentissement, c'est pas forcément le secteur le plus touché.
curieusement, Ouais. on pourrait se dire c'est un surplus, finalement on va taper là-dessus. Eh ben non, en général c'est comme un secteur qui se tient bien. Donc peut-être qu'il faut relativiser cette baisse. Il y a peut-être un peu d'exagération quand même, vous dites. Peut-être un peu d'exagération et ça brûlait un petit peu les doigts. Alors aussi les valorisations sont un peu élevées aussi. Mais oui, non, mais c'est intéressant. Non, mais alors j'aime bien. Donc le point fondamental pour vous, c'est quand même la Chine, la question sur la dynamique de consommation en Chine qui pèse très lourdement aujourd'hui sur ce secteur. Qu'est-ce qu'on peut rajouter à ça, Pascal? Donc on a effectivement baissé à peu près de 3% dans les premières minutes qui ont suivi l'ouverture et on a accéléré dans l'après-midi parce que Louis Vuitton a effectivement communiqué aussi en disant que la mise en place de taxes par la Chine avait un impact inévitable sur les ventes à venir. Donc ça a été un phénomène d'accélération. D'autant plus, et ça a été tout à fait bien expliqué, le poids du luxe dans l'indice CAC et la détention de ces valeurs par beaucoup de gestions, voire une surpondération de ces valeurs, hein, puisque n'oublions pas que dans ces périodes troublées que nous avons vécues sur les indices, il y a principalement, je dirais, le luxe, le pétrole et à un certain moment la technologie qui ont tiré les indices. Tout le reste étant à la casse et oublié, quelles que soient les valorisations. Donc inévitablement, lorsqu'il commence à y avoir un mouvement d'inquiétude, d'incertitude, eh bien, les ventes se font massives, accélérées bien évidemment par les programmes automatiques, et ça explique des variations entre guillemets anormales. Mais ça remet pas en cause. On parlait de la Chine, et effectivement, on a eu un indice PMI manufacturier en forte décélération. On a eu 2 actions de la part de la Banque centrale en 3 mois sur les réserves obligatoires. On a par contre l'ISM Service qui se tient bien, et on aura, enfin là j'ai aucun doute, hein, je dis ça depuis très longtemps, que la Chine continuera d'œuvrer pour pouvoir tenir cet objectif de croissance et accélérer ce virage qu'elle a entamé déjà depuis très longtemps d'une économie totalement industrielle et exportatrice à une économie de consommation. Mais alors pourquoi on s'inquiète autant justement, Pascal? Parce que le marché est fébrile, parce que le marché a des points techniques qui regardent aussi en permanence. Je dirais que la baisse de Kering est encore plus surprenante que la baisse de LVMH, parce que Kering... Ça baisse plus que LVMH. Oui, parce que Kering était en valorisation, avait déjà, je dirais, consolidé d'une manière un peu plus forte, parce que Kering avait été porté par les résultats de Gucci, et certains doutaient que, je dirais, l'accélération de Gucci, la remise en forme de Gucci, pouvait perdurer. Kering, c'est celle qui baisse le plus par rapport au pic. Elles ont toutes marqué un pic historique cette année, ces valeurs du luxe. C'est celle qui baisse le plus, qui est même en bear market, qui baisse de plus de 20%, alors peut-être même maintenant 25-30, hein, puisqu'on perd encore 10% sur Kering. Je ne crois pas. Alors, comme effectivement on était arrivé à des niveaux de valorisation anormal, et encore que les niveaux de valorisation, hein, c'est, je l'ai déjà dit ici, ça me fait toujours rire, c'est un de mes vieux professeurs qui disait que les price earning ratios c'était comme les jupes des femmes, hein. Il y a des années où on les aime longues, il y a des années où on les aime courts, mais les modes changent. Voilà, les modes changent. Mais bon, on était arrivé sur des price earning de 24 qui devenaient difficilement justifiables. Non, dans un marché, je dirais, d'incertitude, c'était un rempart de confort. Bon, ça ne veut pas dire, si vous voulez, que ça remet en cause le luxe. N'oublions pas que le luxe s'est tourné vers une clientèle nouvelle qu'on appelle les millénials, avec des produits. Comment dire, la renaissance de Gucci, c'est les millénials. C'est pas le Gucci originel que notre génération a connu. C'est des produits que nous, monsieur comme moi, nous ne pourrions pas porter. Il y a des trucs très simples. Non, mais juste pour vous donner une idée. Non, mais j'ai retrouvé, parce que c'est quelque chose que j'avais vu cet été. Ils ont floqué des t-shirts blancs. Gucci, hein, avec des vieux logos de marques américaines emblématiques, genre Viacom dans l'industrie du cinéma. Il y a juste le logo Viacom. Ils vendent ça $600. Voilà. Oui, mais apparemment il y a des gens qui... Non, mais c'est très anecdotique. Un jour, je suis rentré dans une boutique du Marais, il y avait une chemise en jean vintage. C'est ça, c'était vintage. Voilà, qui était vintage. Elle était en vente à chemise en jean manche courte à 250 €. Bon, s'il y a des gens qui sont prêts à payer. Et c'est la question, moi. Au-delà des inquiétudes cycliques qu'on peut avoir, est-ce qu'on va pas se retrouver, parce que toutes ces marques-là, elles se sont réinventées, et parfois plusieurs fois. Louis Vuitton, Gucci aussi, la restructuration de Gucci, on s'en souvient plus parce que on a en tête juste le parcours récent, ou Burberry, on a juste en tête le parcours récent d'un Kering. Est-ce qu'ils sont encore en adéquation avec leur clientèle, et notamment la clientèle chinoise? Enfin, je veux dire, est-ce que la clientèle chinoise qui a commencé à consommer ce luxe comme nous on le consomme, est-ce qu'elle se dit pas, bon, tiens,
j'arrive un peu au bout de quelque chose. Il faut qu'il me propose autre chose pour que je continue à acheter. Pascal et puis Christophe. Monsieur a dit quelque chose de très intéressant tout à l'heure. La différence entre la sociologie chinoise et la sociologie indienne. Au début de l'arrivée de la classe moyenne en Chine, l'objectif numéro 1 d'un jeune entrant dans la classe moyenne, vraiment le début de la classe moyenne, c'était quel que soit le prix d'avoir des Adidas, d'avoir un Swatch, d'avoir un jean Levi's. C'est-à-dire que c'est un signe de reconnaissance. C'est un signe de voilà, exactement comme certains. Oui, c'est une reconnaissance sociale, statut, enfin c'est statutaire. Je note quand même dans la conférence de presse qu'ils ont, analyse qu'ils ont tenue, le directeur financier de LVMH, sur la marque Louis Vuitton en Chine. Louis Vuitton, évidemment, c'est la marque phare et le moteur de rentabilité du groupe dans son ensemble. 36% du chiffre d'affaires. 36% du chiffre d'affaires. Et je ne sais combien de l'EBITDA, mais voilà, c'est une part significative. C'est ça, part significative de l'EBITDA. LVMH en Chine, ils sont passés. Alors, ils parlent d'une décélération de la croissance. Ils passent quand même de plus 20% à plus 15%. Donc, il y a quand même un truc qui se passe. Est-ce que c'est juste la Chine qui ralentit, ou est-ce que c'est le consommateur chinois qui se lasse aussi un peu, peut-être, de ce qu'est devenu Louis Vuitton aujourd'hui? On prend l'exemple de Louis Vuitton, mais ça s'appliquera demain peut-être à Gucci chez Kering. Christian. Il faut se renouveler dans ce genre de choses. Je ne crois pas que ce soit la fin. Il faut se renouveler, il faut trouver des nouvelles choses. On peut toujours vendre quelque chose, un t-shirt à 200 €, $200 ou $300, c'est possible. On peut vendre des téléphones aussi à $1 500, ça existe aussi. C'est vrai, paraît-il. Donc, il paraît. Donc, moi, je ne crois pas que ce soit la fin de la chose. Il faut effectivement être imaginatif. Alors, si on revient sur le cas Gucci, Gucci est nettement moins présent en Chine que LVMH. Nettement moins. Et pourtant, c'est celui qui souffre le plus. Pourquoi? Parce qu'en fait, on revient sur effectivement ces histoires de valorisation. C'est une entreprise qui a une croissance beaucoup plus forte que celle de LVMH. Donc, à partir du moment où... Plus 40%. Les dernières croissances de Gucci sur les dernières années, c'est plus 40%. Et il y a un phénomène physique, plus on est haut, et plus effectivement, on ne peut pas tenir ce genre de rythme. C'est pas possible. D'ailleurs, la dernière fois qu'ils ont publié leurs chiffres, les analystes leur ont demandé. Ils ont laissé croire qu'effectivement, c'était quand même tenable. Mais on sait bien que c'est même physique. On peut pas tenir ce genre de thème de croissance. Aujourd'hui, ils sont revenus un peu de ce discours. Ils sont revenus un peu de ce discours. Mais effectivement, voilà. mais alors après, sur les niveaux de valorisation, effectivement, on peut pas s'arrêter sur le PE. C'est justement le cas de LVMH ou de Gucci, c'est de mettre en adéquation un PE avec un taux de croissance et des taux d'intérêt. Voilà. Ouais. Donc c'est comme ça qu'on valorise un actif financier. Et à partir de ce moment-là, quand on est sur des PE élevés, plus effectivement une décélération va avoir des effets donc assez conséquents sur la. Il y a des effets amplificateurs. Plus la valorisation est élevée, plus les effets sont amplificateurs. Valorisation dans le sens où comment dirais-je, valorisation. Alors si c'est une question de terminologie. Qu'est-ce qu'on entend par valorisation? Si c'est le prix exact de la valeur. Non, le prix auquel je paye les bénéfices demain. Voilà, c'est ça. Alors moi, c'est pas comme ça que je le vois. Comme ça que vous le voyez. Je valorise quelque chose, je me dis ça vaut ça, ça vaut ça, et quel que soit le PE, ça vaut ça, parce qu'on met en adéquation un PE effectivement, donc un bénéfice, et puis on actualise avec un taux de croissance et puis un taux d'intérêt. Voilà comment je vois les choses. À partir du moment où on a même cas théorique, les deux valeurs étaient valorisées correctement, il est normal que Gucci baisse plus, puisque effectivement donc on a un taux de croissance qui est beaucoup plus élevé. Très clair. Bon. Avec en plus, alors vous parlez de l'actualisation, oui, les taux remontent, voilà, donc on voit tout de suite ces valeurs-là. Mais ça, c'est valable pour tout le monde, ça. Voilà, c'est mécanique, c'est valable pour le Nasdaq aussi au moment où on se parle, puisque le Nasdaq perd 2% en matinée à New York. On voit le même phénomène là qui a parcouru toute la planète. Encore une fois, Tencent ce matin, 9 séances de baisse, le luxe à Paris qui souffre, les valeurs du Nasdaq, les vedettes, toutes les valeurs stars sont attaquées aujourd'hui. Ce sont toujours les valeurs les plus chères et donc ce sont les valeurs qui souffrent le plus aujourd'hui encore. On marque une pause, on poursuit la discussion dans un instant avec nos invités du Club de la Bourse. BFM Business, Intégral Bourse, jusqu'à 18h, le Club de la Bourse. Bon, c'est une séance unique, je ne sais pas, en tout cas c'est une séance très très intéressante de par le mouvement et les dégagements violents qu'on a sur les secteurs vedettes, et je le disais, on le retrouve un peu partout. Alors en Chine ce matin, même si les valeurs technologiques chinoises ont déjà beaucoup baissé, Tencent affichait une 9e séance de baisse consécutive, ce qui n'est jamais arrivé dans l'histoire boursière jeune encore du groupe Tencent. Appareil le luxe, on vient d'en parler très largement, mais on va continuer la discussion. Et à New York, ce sont les valeurs stars du Nasdaq qui souffrent le plus aujourd'hui. Nasdaq qui a reculé jusqu'à 2% en matinée à New York.
La volatilité des marchés qui remonte d'un cran, le VIX est au-delà de 18 désormais, l'indice de la peur, donc on voit quand même un peu plus de stress et de fébrilité, et le CAC qui s'enfonce de plus de 2% désormais, on retombe à 5200 points, 5210 points environ pour l'indice parisien, sous le poids du luxe. Nos invités avec nous en plateau, François Jubin qui vient compléter ce tour de table. François, bonjour, bonsoir. Bonsoir, le président de Wise AM, je crois que vous avez pu suivre un peu la discussion qu'on avait sur pourquoi est-ce que le luxe est en train de se cracher aujourd'hui. On peut en redire un mot. Et puis, maintenant qu'on a tout vendu, parce que on a vendu les marchés émergents, on a vendu l'automobile, on a bien vendu les banques aussi, on est en train d'attaquer les bijoux de famille, là, d'une certaine manière. Enfin, les valeurs stars, ce que j'appelle les valeurs stars. Une fois qu'on en est là, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on trouve déjà des choses à racheter en face, ce qu'on a vendu en premier? Ou est-ce que c'est plus compliqué que ça, François? Alors effectivement, ces valeurs qui avaient longtemps joué le rôle de valeur refuge, aujourd'hui se trouvent attaquées. Et alors on est dans une période assez curieuse parce que habituellement on avait des signes avant-coureurs sur le high yield où ça commençait à chahuter, et puis après on avait les grandes valeurs qui étaient chahutées de façon globale, et puis après on commençait à aller sur les actifs périphériques, les small caps, ouais, ce genre de choses. Et là, rien ne s'est passé comme ça cette année. On voit bien que tous les thèmes périphériques ont commencé à être attaqués, et puis à résister le luxe, à résister les GAFA, et puis maintenant voilà, on a l'impression qu'on est en train de grignoter sur cet endroit-là. Donc c'est un contexte assez particulier, assez nouveau, et où trouver du refuge aujourd'hui, où est-ce qu'on peut commencer à enclencher une rotation dans les portefeuilles? Semble-t-il, c'est un peu tôt encore, ouais, puisque on voit que on a des dossiers qui ont été chahutés déjà sur l'automobile, vous le signaliez, qui continuent à l'être. Il y a d'autres valeurs. C'est incroyable, hein. Peut-être un des secteurs avec les banques qui a le plus baissé, l'automobile, mais qui continue de baisser dans une séance comme ça aujourd'hui, alors qu'on voit le secteur bancaire là par exemple qui arrive à surnager aujourd'hui. Le secteur automobile coule comme le marché, hein. Oui. Et donc, mais on retrouve les télécoms, par exemple, qui avaient été très chahutés. Orange fait une très bonne journée. Donc, on trouve quelques valeurs comme ça qui ont été chahutées au cours de l'année 2018. On en trouve 5 aussi. 5, voilà. Non, mais pour donner l'ordre de grandeur. Voilà, mais voilà. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on a le sentiment quand même que les gens vendent, mais ne rachètent pas encore. Ouais. Ils attendent. Et on attend quoi? Ils attendent que les gens achètent. Voilà. Ouais. On est vrai. Ah oui. Tout le monde s'observe et personne veut. C'est le sentiment qu'on peut avoir, parce que globalement, on a, même si le FMI a revu à la baisse ses prévisions de croissance, finalement, on voit bien les statistiques US qui sont très bonnes. On voit que la croissance chinoise, même si elle ralentit, elle est présente, elle est supérieure à ce qu'on observe dans d'autres zones économiques. On aimerait bien voir ces taux de croissance chinois chez nous. Donc voilà, fondamentalement, l'économie est présente. Pour autant, les investisseurs aujourd'hui se posent des questions. Qu'est-ce qu'on attend, Christian Mariet, First Capital? Alors pour prolonger ce qu'on avait dit tout à l'heure sur la Chine, hein, et puis donc sur le ralentissement, on a quand même le sentiment que c'est un ralentissement généralisé. Alors effectivement, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit, c'est pas une récession, mais il y a quand même effectivement un retour en arrière. On le voit, le FMI a révisé son taux de croissance pour 2018 et pour 2019 de 0,2%. Ouais. La Chine, on en a parlé tout à l'heure, on voit ce qui s'y passe. Aux États-Unis, on est sur des taux de croissance qui sont intenables. Intenables. Hein, c'est ce qu'on se dit. Non, mais c'est ce qu'on se dit, Christian. On sait que ça va arriver aussi. Le 26 octobre, on va sortir effectivement le PIB américain. Les enquêtes qu'on a sous la main laissent penser qu'on va avoir du 4,5, voire un peu plus. Bon, on en a parlé tout à l'heure pour un autre sujet. Il y a des phénomènes physiquement qui sont intenables. On ne va pas avoir des taux de croissance aux États-Unis presque à la hauteur d'un pays en développement. Ça, c'est pas possible. D'autant plus que la raison, elle est relativement simple. C'est que la nouvelle politique qui a été mise en œuvre par l'administration américaine en fiscalité va commencer donc à perdre un peu de son effet. Ça, c'est clair. Donc, on va avoir un peu moins de croissance. Donc, partout, un petit peu moins de croissance. Alors,
voilà. Après, on s'étonne effectivement des rotations qu'on peut avoir. Un coup, c'est l'automobile, que maintenant, aujourd'hui, c'est le luxe. Tout ça, mais ça, c'est dans un climat quand même de léger ralentissement. Alors, je ne suis pas là pour dire que c'est catastrophique, mais il faut quand même en tenir compte. On va avoir un taux de croissance moins fort dans 2018, 2019 et 2020. Et donc, pour reprendre ce que disait François, oui, c'est logique qu'on soit dans cette phase d'attente où on continue de vendre et on vend même les derniers, enfin ce qui reste, les derniers bastions de croissance qu'on avait préservés jusqu'à présent, sans pour autant se précipiter encore pour racheter ce qu'on avait déjà vendu depuis longtemps. Cette phase-là, elle est normale. Oui, elle est normale. Alors, il y a quelque chose quand même qu'il faut noter, qui va vous donner peut-être une réponse par rapport à votre question de savoir qu'est-ce qu'il faut faire. On est dans une période un peu curieuse. On est dans une situation donc de divergence en ce qui concerne les politiques monétaires donc des banques centrales. Et ça, c'est excessivement important. Ça rejaillit un peu partout. Qu'est-ce qui se passe ? Les Américains, depuis un certain nombre de temps, ont commencé à arrêter leur quantitative easing, à remonter les taux d'intérêt. On en est encore très loin en Europe. Ça crée des perturbations importantes. Les premières victimes ont été les pays en voie de développement, puisque à partir du moment où on a une dette libellée en dollars ou en euros, et puis qu'on voit ces monnaies monter, plus les taux d'intérêt américains monter, ça les met dans des difficultés relativement importantes. Le cas extrême, c'était la Turquie. Maintenant, ça rejaillit aussi sur l'Europe, ça rejaillit, on le voit maintenant aujourd'hui, sur le luxe. En fait, toujours est-il qu'il y a une sorte de capillarité de ces politiques monétaires qui font qu'on est dans une turbulence. Alors la réponse, elle peut donner. Qu'est-ce qu'il faut faire en ce moment ? Il faut faire attention, parce que je crois que c'est pas terminé. Et deuxièmement, mais ça se terminera quand ? Ça se terminera quand on commencera vers de la convergence. Et la convergence, pour être plutôt optimiste, a déjà commencé, puisque la BCE a annoncé la réduction de son quantitative easing, et puis montera ses taux en 2019. Mais dans cette période-là, il faut s'attendre effectivement à ce genre de choses. Légère réduction de la croissance, plus ces turbulences qui sont dues à des différences considérables de politique monétaire et qui se ressentent un peu partout, qui se ressentent sur les taux de croissance et qui se ressentent sur les marchés financiers. Tiens, à propos des taux, c'est intéressant. On a basculé là sur le monde des banques centrales. Les taux montent trop vite, nous dit Donald Trump aux États-Unis. Enfin, il a lâché ça. Non, mais c'est pas la première fois. Oui. Alors, il préserve quand même un peu le caractère d'indépendance de la Fed. Il dit non, la Fed fait son job, elle fait ce qu'elle a à faire. Mais moi, à mon goût, au regard de ce qui se passe dans l'économie américaine, où l'inflation reste maîtrisée, ça monte trop vite. Est-ce que les taux montent trop vite aujourd'hui, Imaginez Pascal ? le pauvre Trump à quelques semaines des élections, avec une économie extrêmement vigoureuse grâce à cette réforme fiscale, et qui se retrouverait avec un électorat qui verrait Wall Street baisser fortement. Donc il s'accroche, je dirais, sur tous les moyens pour ne pas perdre, je dirais, cet électorat qui lui est attaché, et ça en fait partie. Non, il monte pas trop vite. On est dans un système on tend vers une neutralité des taux, ce qui veut dire qu'il y a encore de la marge, et on le sait, de la part de la Réserve fédérale. Il monte pas trop vite, mais en tout cas, on voit que ça fait bloquer, que les marchés américains bloquent quand même non, mais les marchés désormais. Bloquent pour d'autres. Enfin, d'accord, c'est pas juste le niveau des taux. Le mouvement auquel on assiste, il est multifactoriel. On peut pas dire ça vient de là ou quoi que ce soit. Il a été exprimé effectivement. Je dirais ce scénario répétitif depuis X années du ralentissement de la Chine, et effectivement je suis bien d'accord sur des indicateurs réfléchis, mais je n'ai pas d'inquiétude. On a, il a été évoqué la semaine dernière le risque de surchauffe de l'économie américaine, donc de l'éventualité d'avoir une Fed beaucoup plus restrictive. Et M. Powell, d'ailleurs, a eu un discours plus hawkish, c'est-à-dire moins accommodant. Il a dit on sort de la politique accommodante, donc ça peut faire peur, bien évidemment, aux investisseurs. On a des taux longs qui remontent, ce qui veut dire qu'on est à la fin de l'argent gratuit. Et Dieu sait que cet argent gratuit s'est déversé pendant des années et des années, permettant des investissements parfois très intelligents, parfois totalement stériles, parfois uniquement des programmes de rachat d'actions. Et puis, nous avons des prix à la production qui augmentent très sensiblement. Or, lorsqu'on regarde l'alternative de ces prix à la production, quand on regarde les prix à la consommation, et d'autant plus ce que j'appellerais l'inflation corps, c'est-à-dire hors prix de l'énergie, eh bien on voit qu'ils ne suivent pas. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, quelque part, les entreprises n'arrivent pas à répercuter les prix à la production. C'est la marge qui absorbe la hausse des prix, la hausse des coûts. On revient à ce qu'on a évoqué plusieurs fois sur ce plateau, qui est de dire que Wall Street peut se payer, je dirais, ce prix-là avec une croissance économique relativement dynamique, avec une politique monétaire qui était encore accommodante, et avec des marges historiques. Mais à partir du moment où vos marges risquent, et je rejoins ce qui a été dit,
est-ce qu'il est urgent d'investir? Non. Attendons les résultats des entreprises pour voir si les marges se maintiendront. Quelque chose qui est quand même peu évoqué, il y a eu 2 profit warnings de la part de Chimique américaine en l'espace de 4 jours. Personne n'a l'air de s'inquiéter de la hausse du prix du pétrole. Cette hausse du prix du pétrole a un impact sur un certain nombre de secteurs d'activité, bien évidemment. Elle a un impact inévitablement, comme on l'a dit, sur les prix de la consommation, sur le pouvoir d'achat des ménages. Parce qu'à partir du moment où, lorsque vous allez faire votre plein, vous devez dépenser 10 € de plus, nonobstant les taxes supplémentaires que vous met l'État français, c'est autant d'argent que vous n'allez pas consommer. Donc, on a cet environnement, et puis, particulièrement sur l'Europe, l'absence totale de visibilité entre les conséquences du Brexit et la sortie de ce Brexit, et l'Italie, évidemment, où vous avez une dissonance entre le ministre des Finances qui essaie de calmer le jeu, qui aurait voulu donner sa démission, d'après ce que j'ai pu apprendre, qui a été retenu par le président, et Monsieur Salvini qui lui en rajoute en permanence. On redira un petit mot sur l'Italie, mais je reprends la question. Est-ce que les taux montent trop vite aux États-Unis? Enfin, alors, je comprends, inflation salariale, les matières premières, enfin, tous les coûts montent aujourd'hui pour les entreprises, le coût du capital aussi. Est-ce qu'on arrive, mais c'est la logique du cycle, il y a pas matière à polémiquer là-dessus, mais est-ce qu'on arrive à un moment critique pour le marché action américain, François? On a la logique du cycle, bien entendu, mais là-dessus, la politique fiscale de Donald Trump remet de l'huile sur le feu, finalement, parce qu'on a un cycle qui est déjà assez mature. Donc une Fed qui a commencé une politique de remontée des taux et vient se greffer dessus à une politique de relance, notamment à partir de la baisse des impôts, qui ne fait qu'aggraver le risque finalement de marché du travail qui devient tendu. Donc je pense que aujourd'hui on n'a pas encore l'expression dans les indicateurs d'inflation de ce risque inflationniste, mais ce qui se joue sur les marchés obligataires, c'est précisément ce marché du travail qui commence à être très étroit. Et donc on va voir dans les prochaines publications sur les coûts du travail comment tout cela réagit. Et on a ce paradoxe finalement où on a du mal sur la partie US à voir comment on peut sortir. Pourquoi? Parce que si le marché du travail reste encore très soutenu, on a un risque inflationniste important, donc un risque sur les taux qui va être sans doute beaucoup plus important. Et par ricochet, les marchés actions américains auront des soucis. Et inversement, si les indicateurs, si la croissance qui est au firmament commence à montrer des signes de ralentissement à partir de 2019, eh bien on va pouvoir craindre un peu pour nos marges, pour les marges des Donc dans les deux cas, c'est mauvaise nouvelle. On arrive au moment où dans les deux cas, c'est mauvaise nouvelle. Alors c'est pas une certitude, mais on peut quand même se poser la question de savoir si ça devient assez asymétrique dans le mauvais sens là. Trop de croissance, risque sur l'inflation, de dérapage, et ça peut faire peur au marché. Moins de croissance, là aussi c'est un vrai sujet pour tenir les niveaux de marché, les niveaux de valorisation qu'on a aujourd'hui encore sur le marché américain, qui se dégonfle un petit peu, enfin tout se dégonfle aujourd'hui, ça se dégonfle parfois sévèrement sur le secteur du luxe. On va bien sûr y revenir dans un instant en clôture, on va surveiller ça de très très près, mais on a des dégagements importants sur les valeurs stars du luxe à Paris, et le CAC 40 qui recule de 2%, baisse de 2% pour le DAX à Francfort, baisse de 2% également pour le Nasdaq à New York en cours de séance. Fin de séance, Pascal. Je vous interromps. Pascal Bernachon qui est avec nous en plateau, un des invités du Club de la Bourse. Oui, on continue de discuter pendant la pause avec nos invités. Donc Pascal Richelieu Gestion, Pascal Bernachon, François Jubin, le président de Wise AM, et Christian Mariet, gérant chez 21st Capital. Khalid Jebali nous a rejoint en duplex également pour marquer cette clôture. Dans quelques instants, on va avoir la clôture définitive du CAC 40. Khalid, ça n'est pas une belle séance, c'est même une séance assez moche pour l'ensemble des indices européens, parce que je regardais le DAX à Francfort qui lui aussi baisse de plus de 2% cet après-midi. Le secteur du luxe a quand même beaucoup pesé cet après-midi à Paris, mais bon, les secteurs industriels, l'automobile également, qui ont beaucoup souffert, puisque le DAX lui aussi cède 2%. Rebonjour Grégoire, alors c'est tout à fait le cas, c'est un véritable sell-off que nous avons sur les indices. Le DAX a rallié au plus bas de la séance le niveau des 11 700, même un tout petit peu en dessous, à 11 698, même son de cloche pour le CAC 40 qui a perdu quelque chose comme 105 points aujourd'hui. Au plus bas, on a eu les 5200 points. J'évoquais tout à l'heure le niveau des 5225. On a complètement
on s'est complètement affranchi de ce niveau. Même son de cloche sur les indices américains, on insiste à un véritable décrochage des FANG aux États-Unis et de l'indice notamment FANG+. Même son de cloche pour l'automobile. En revanche, on voit que la paire euro-dollar, elle, arrive à se maintenir sur des niveaux assez intéressants, notamment le niveau des 1,1530. Pour tout vous dire, on s'en étonne un petit peu. On s'attendait à un vrai décrochage de la paire euro-dollar, en tout cas un vrai renforcement du dollar, à quelques heures de l'émission obligataire du Trésor américain, qui aura lieu, je le rappelle, à 19h sur les maturités de 3 et 10 ans. Donc de notre point de vue, évidemment, les taux expliquent en partie la chute du jour, le sell-off du jour. Il y a aussi bien évidemment la thématique chinoise, le ralentissement de la croissance chinoise confirmé tout à l'heure par le directeur financier de LVMH, qui vient quelque part ajouter au sell-off, qui vient quelque part enfoncer le clou sur les indices occidentaux. Merci beaucoup Khalil. Effectivement, séance lourde, sell-off généralisé, des ventes un peu massives. Bon, c'est pas une panique de malade non plus sur le marché, mais il y a un peu de stress qui revient effectivement, et on parlera de l'Italie peut-être dans un instant. C'est pas forcément l'Italie là qui est au centre de l'attention aujourd'hui. C'est toujours un feuilleton qu'on suit de près, mais non, les dégagements très très importants sur les secteurs vedettes, les secteurs stars, le luxe donc à Paris, moins 9,6% à l'arrivée ce soir pour Kering, LVMH moins 7%, Hermès recule de 5%, L'Oréal en baisse de 4%. On voit le secteur de la technologie également, un autre gros contributeur de la performance des marchés globaux, mondiaux depuis des trimestres maintenant. C'est un secteur qui se retrouve à nouveau attaqué aujourd'hui. ST Micro recule de près de 6% à Paris, Dassault Systèmes moins 5%. Le Nasdaq à New York en cours de séance recule de plus de 2%. On voit des baisses de 2,5%, 3,5%, 4% parfois sur les valeurs stars que sont Apple, Amazon, Alphabet, Google, Microsoft, Netflix qui est en train de dévisser de près de 7% ce matin, enfin cet après-midi pour nous, mais ce matin encore aux États-Unis. Donc ces secteurs vedettes attaqués. On trouve assez peu de refuge finalement, quelques tentations vers le secteur bancaire avec des taux qui sont remontés un petit peu effectivement ces derniers temps. Ça soutient donc le secteur en bourse. Société Générale gagne plus de 1% ce soir, BNP Paribas plus 0,5%. Total bien orienté toujours, comme depuis plusieurs mois maintenant. Total qui signe pour l'instant une année 2018 parfaite du point de vue boursier. Le titre Total gagne 0,5% ce soir, et puis on se réintéresse à des dossiers value qui n'ont pas encore franchement redémarré, on va dire ça comme ça. Carrefour toujours autour de 15 €, entre 15 et 16 €. C'est pas non plus une progression mirifique ou spectaculaire du cours de bourse de Carrefour, qui est encore en baisse de plus de 10% depuis le début de l'année. Mais Carrefour qui se ressaisit un petit peu aujourd'hui avec une progression de 2% et marque ainsi Carrefour la plus forte hausse du CAC. Le CAC qui s'enfonce de 2,11%. Doit être une des plus mauvaises séances depuis quelques temps à la Bourse de Paris. Moins 2,11% pour le CAC. On retombe à 5200 points. 5206 points à l'arrivée pour l'indice parisien. BFM Business, Intégral Bourse. On refait la séance. Avec nos invités en plateau, et on peut redonner peut-être quelques éléments d'explication sur la forte baisse du luxe et des secteurs vedettes. On en a parlé depuis le début de l'émission avec vous, mais pour ceux qui nous rejoignent à la clôture, auditeurs, téléspectateurs, François Jubin chez WiseM, qu'est-ce qu'on peut avancer comme élément d'explication là, sur la baisse marquée des vedettes boursières, le luxe à Paris, les techs simplement sans doute un effet contagion, comme je le rappelais tout à l'heure, un effet contagion des prises de bénéfices marquées qu'on a eu depuis quelques mois sur d'autres secteurs, et bien au moment où on réévalue les primes de risque sur l'ensemble des classes d'actifs, notamment en Europe, eh bien il y avait un secteur qui avait été épargné, c'était le luxe. Voilà. On y est, ouais, c'est ça. On est au moment où le luxe, lui aussi, passe à la casserole. Enfin, j'en sais rien. En tout cas, se retrouve dans cette même logique de remettre des primes de risque aujourd'hui. Alors, sachant qu'on a déjà vendu beaucoup de choses avant, c'est ce qu'on disait aussi, Pascal Bernachon chez Richelieu Gestion, et vous le notiez. Alors, on le notait peut-être pendant la pub entre nous, mais on peut en parler avec tout le monde. La baisse des small caps. Là aussi, ça c'est quelque chose qui est pas nouveau. Depuis le début de l'année, c'est régulier. C'est-à-dire que les indices small cap chutent beaucoup plus que les indices de grande capitalisation, et puis l'argent sort massivement des fonds dédiés aux petites et moyennes capitalisations. On avait une réunion avec mes gérants spécialisés aujourd'hui, et effectivement, on disait il y a un certain anachronisme, parce que dans les small et mid cap européennes, on est sur des entreprises qui, quand même majoritairement, travaillent dans la zone intra-euro, sont souvent avec du capital familial,
et pas une stratégie uniquement tournée vers l'exportation avec un risque de devise, etc. Donc il y a quelque chose de plus rassurant. La problématique, elle est purement mathématique. Il y a eu un engouement sur les fonds small cap en l'espace de 4 ans qui a été prodigieux. Avec, je dirais, chaque société de gestion. Nous, nos fonds sont historiques puisqu'il y en a un qui a 24 ans d'existence, c'est de track record. Mais beaucoup de sociétés de gestion, à juste titre, ont créé des fonds small cap, des fonds mid cap, etc. Et la clientèle professionnelle, comme la clientèle privée, demandait effectivement ce type de fonds. Aujourd'hui, mais justifié par des fondamentaux et des perspectives. Alors, on était arrivé à un niveau de valorisation des small et mid cap avec une prime historiquement plus élevée par rapport au large cap sur les dernières périodes. Elle revient à la normale là actuellement. Mais malheureusement, je crois que ce mouvement, je dirais, on va pas dire de défiance, mais je dirais d'allègement sur les mid et small cap va continuer. C'est la mécanique des flux, c'est-à-dire que ça a attiré tellement de flux pendant 3 à 4 ans. Complètement, il n'en est qu'au début. Et comme vous êtes sur des titres dont parfois la liquidité est somme toute assez réduite, et que vous avez certains fonds SMIL qui sont très concentrés, des fonds qui n'ont que 40 valeurs au lieu d'en avoir 80, ce qui veut dire que s'ils doivent vendre un 3% de la valeur X, dont la liquidité est somme toute pas extraordinaire et encore moins bonne dans les périodes de baisse, eh bien vous avez des écarts significatifs. Il y a pour en part Société de Bourse qui édite régulièrement un tableau sur les flux sortants des fonds mid et small, PME, PMI. C'est depuis ça a commencé au début de l'année, il y a eu une petite accalmie à partir du mois de mars, et là depuis on va dire le début de l'été, c'est systématiquement ça sort massivement. Alors en milliards ou en millions, c'est pas significatif, mais par rapport à la taille de la capitalisation, si vous voulez, que ça représente, ça pèse un poids, bien évidemment. Bien sûr. Christian Mariès, sur ce phénomène autour des petites capitalisations, là, qui aura marqué, puis des écarts de performance historiques, peut-être 10-15 points d'écart entre les indices des grandes valeurs et les indices des petites capitalisations aujourd'hui en France et en Europe. Alors, il faut remettre ça en perspective, effectivement, ce qui a été dit, il faut voir les performances passées, et la surperformance considérable quand on a connu ce segment par rapport aux grandes capitalisations, ça c'est la première chose. Donc c'est quand ça baisse qu'on s'en aperçoit le plus. Oui. Et puis un autre phénomène, parce que les investisseurs n'ont pas forcément une mémoire extraordinaire, parce qu'il s'est passé une chose en 2008 avec ce genre de phénomène déjà, puisqu'on a déjà vu effectivement donc des problèmes de liquidité avec des problèmes de flux. Et quand on valorise, on a parlé tout à l'heure un peu des valorisations, on a parlé effectivement des taux de croissance du PE et des taux d'intérêt sans risque. Et puis une prime de risque qu'on ajoute. Il faut pas oublier que quand on valorise des actifs, il y a aussi une prime de liquidité qui doit être mise. Et sur tous les actifs, que ce soit des actifs financiers ou immobiliers, il y a une prime de liquidité qui doit être payée. Et c'est ce qui a été dit effectivement à l'instant, c'est-à-dire qu'en fait sur ce segment, on l'oublie. On en a vu les conséquences en 2008. Pendant un moment, on a appliqué cette prime de liquidité, et puis finalement, on se dit après tout. Et puis c'est pareil, la bourse a toujours été pareil depuis tout le temps. C'est un phénomène humain. C'est ce qu'on peut qualifier, sans être péjoratif, de cupidité en fait. Plus ça monte, plus on en veut, et on veut être dedans. Et voilà. Alors vous le disiez tout à l'heure. Donc ça veut dire que les derniers étages de la hausse sont fragiles, c'est ça d'une certaine manière. Vous dites, on n'y est pas été par hasard. Certainement, il y avait effectivement des facteurs très favorables, plein. On peut les citer, on les connaît. Et puis à un moment donné, on va au devant de la victoire, comme on dit. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a une exagération, et puis finalement, un jour, ça se retourne. Et puis ça, effectivement, ce que disait aussi, ce qui vient d'être dit, c'est que on peut craindre que ça aille dans l'autre sens. C'est-à-dire que l'exagération, elle peut être des deux côtés. À partir du moment où on a manque de liquidité, que c'est un problème de flux et non plus de valorisation, parce qu'en termes de valorisation, je suis pas sûr que ce soit non plus démentiel, mais il faut restaurer la prime de risque. La prime de liquidité, la prime de liquidité, et puis après, il y a le phénomène de flux qui va intervenir. Ça, il faut. Il y aura des forces de rappel, Bon, là, on parle des petites capitalisations, mais la logique de flux, j'imagine qu'on l'a retrouvée sur les valeurs stars, alors sur les GAFAM bien sûr, mais sur nos valeurs du luxe. C'est-à-dire que dans la dernière phase de hausse du luxe, on peut imaginer qu'il y a un nombre considérable d'acheteurs qui ont acheté parce que le momentum était là et sans se poser forcément la question des fondamentaux. Donc cette phase-là, elle était un peu fragile, cette dernière phase de hausse autour du luxe, qui baisse fortement aujourd'hui. C'est la correction du jour, le secteur du luxe à Paris, qui entraîne d'ailleurs l'indice parisien sur une baisse de plus de 2% à l'arrivée, 5206 points. Téléchargez l'application BFM Business et retrouvez tout BFM Business en mobilité. L'appli BFM Business, l'application de l'info économique et financière.
Séance lourde, effectivement, une des plus mauvaises séances de ces derniers mois. J'ai pas encore le calcul définitif et la statistique précise, mais moins 2,1% à Paris. Oui, on l'a pas vu 36 000 fois cette année, donc c'est une des plus mauvaises séances de l'année, ça c'est sûr. 5206 points pour le CAC 40. Le luxe a beaucoup pesé à Paris, on l'a énormément raconté depuis le début de l'émission. Moins 10%, quasiment moins 10% ce soir pour Kering en clôture. Kering qui n'était pas au cœur de l'actualité, c'est LVMH qui publiait ses chiffres de croissance hier soir, arbitré ce matin par les marchés. Alors LVMH a beaucoup souffert également, moins 7%, mais on voit bien que la publication d'LVMH fait rejaillir des inquiétudes assez générales. L'ensemble du secteur du luxe, notamment la question de la dynamique de la consommation en Chine, bien s'ajouter la question de la valorisation, bien sûr, des niveaux de valorisation qui restent tendus, avec des taux qui remontent un petit peu sur les marchés. On a vu avec le 10 ans américain qui a entraîné aussi le 10 ans allemand, donc les choses sont moins confortables, on va dire, pour ce secteur, c'est le moins qu'on puisse dire, et qui subit des dégagements encore massifs. Kering moins 9,6%, LVMH moins 7%, donc, et Hermès recule de 5% ce soir. À l'inverse, on a Carrefour qui progresse de 2%, Orange dans les télécoms plus 1,8%, Sanofi gagne 1,3% et Société Générale gagne un peu plus de 1%. On peut rajouter à la liste des rares valeurs en hausse aujourd'hui au sein du CAC 40. Total qui progresse de 0,5%. C'est compliqué également en Allemagne. Intéressant parce que le DAX allemand n'a pas de luxe à proprement parler. En revanche, ils ont beaucoup d'industrie et le secteur automobile également qui pèse lourd à Francfort. Et bien ce secteur automobile lui aussi continue de souffrir et le DAX en Allemagne recule de 2,2% ce soir. La séance en cours à New York est également compliquée pour les valeurs vedettes, les valeurs du groupe des FANG, des GAFAM, Apple, Amazon, Google, Microsoft, Facebook, Netflix. Tous ces titres-là sont sur des baisses assez marquées. Amazon recule encore plus de 3% aujourd'hui, Netflix c'est moins 5%. Le Nasdaq lui est en baisse de plus de 2% actuellement. On est parti sur peut-être une des plus mauvaises séances de l'année là aussi pour les marchés américains, avec ce regain de nervosité, de fébrilité de la part des investisseurs. BFM Business, Intégral Bourse, jusqu'à 18h, le Club de la Bourse. Nos invités avec nous en plateau pour conclure ce Club de la Bourse, Christian Mariès, gérant chez 21st Capital, François Jubin, président de Wise AM et Pascal Bernachon, directeur de la gestion de Richelieu Gestion. François, qu'est-ce qu'on fait dans le contexte qu'on vient de décrire où c'est compliqué de trouver des idées d'investissement aujourd'hui là? Oui, c'est compliqué. Pour autant, je ne crois pas qu'il faille céder à la panique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a en Europe, on a accusé le coup du ralentissement des indicateurs économiques européens, dont acte, mais aujourd'hui, on est sur des niveaux de valorisation qui sont quand même tout à fait raisonnable et on a énormément de pans de la cote qui sont sur des niveaux attractifs. Je prends un cas, on peut le préciser si vous le souhaitez, mais quelqu'un qui regarde son portefeuille de temps en temps, qui a mis un peu d'actions européennes, un peu plus qu'en début d'année, qui a mis un peu plus d'actions européennes dans son portefeuille, parce que c'est toujours le call de début d'année, ça fait depuis quelques années qu'on entend il faut jouer l'Europe. Là, vous lui dites, c'est pas le moment de vendre, c'est pas le moment de craquer. Non. Parce que là, il va faire le point. Il regarde, c'est la fin d'année qui arrive, il va regarder un peu son portefeuille, il va se dire, super, les gérants qui m'ont dit de mettre des actions européennes, mais c'est pas le moment de craquer. Non, parce qu'il faut patienter, parce qu'on est sur des perspectives longues et que rien n'indique aujourd'hui sur les niveaux de valorisation qu'on voit que on va aller beaucoup plus loin. Alors, je concède en tout cas, que aujourd'hui le momentum, c'est-à-dire le comportement moutonnier des investisseurs n'est pas favorable. Non. Donc, il faut être en mesure de patienter. En fait, je pense que toute la sagesse, c'est de pouvoir patienter. Et il y a beaucoup de cash encore dans les portefeuilles. Il y a quand même beaucoup de portefeuilles qui sont encore liquides, et donc il y a des opportunités qui vont apparaître. Ouais. Voilà. Alors on peut tenter quelques rotations sectorielles, mais après c'est jouer tactique. Soit c'est le job du pro, du gérant de faire ça, soit c'est le trader intraday ou qui a des horizons de temps assez courts. Mais je me mets plutôt à la place d'un épargnant qui suit quand même ce qui se passe. Il vaut mieux suivre en ce moment. Oui, il vaut mieux suivre. Mais le crédit aujourd'hui, c'est pas suffisamment rémunéré. On n'a pas de prime de risque suffisante sur le crédit. Les obligations, on perd de l'argent à coup sûr puisque
au moins sur le monétaire, on sait que les taux sont négatifs. Donc il nous reste après, il y a un thème qui a été fortement chahuté cet été, qui reprend légèrement, enfin qui reprend déjà depuis un mois. Ce sont les obligations émergentes en devise locale, mais là encore, faut être mesuré en termes de proportion. Mais voilà, aujourd'hui, ce qui est en train de reprendre, c'est ça. Bon, alors est-ce que ça en fait une tendance, une stratégie c'est trop tôt pour le dire. C'est encore un peu trop tôt pour le dire. Ouais. Bon. Christian Mariège, chez 21st Capital, à quoi on se raccroche? Est-ce qu'il y a des convictions sur lesquelles il ne faut pas céder, même si l'environnement est un peu adverse? Est-ce qu'il faut remettre en cause certaines convictions qu'on avait gardées jusqu'à présent? Alors, ce qui vient d'être dit, effectivement, c'est que le marché n'est pas survalorisé, loin de là, surtout en Europe. Ouais. Donc, il n'y a pas de risque vraiment d'être dans un mouvement vraiment considérable. Donc, il faut guetter le moment où on peut retourner sur le marché. C'est plutôt ça qu'il faut faire sur l'Europe. Il y a également, alors on peut déjà être sur certains secteurs, il y a le secteur déjà défensif, mais qui ont un certain potentiel, notamment tout ce qui est donc dans le domaine de la santé. Il faut regarder les premières victimes, on en a parlé tout à l'heure, c'était les pays émergents. Il va falloir regarder un petit peu ce qui s'y passe. Ouais. Et puis là, faire attention parce que c'est plus homogène comme c'était en 98, c'est très hétérogène. Ça veut dire il y a certains pays qui ont des problèmes, notamment de dettes libellées en monnaie étrangère. Cela, il faut s'en méfier. Mais il y a par contre d'autres pays qui ont fait beaucoup d'efforts depuis, qui ont restructuré leur économie et leurs dettes et qui sont tout à fait intéressants. Donc c'est peut-être là qu'il faudra commencer. Le premier sorti, premier rentrée, si on dit. Voilà, bon. Ce qu'on a vendu en premier, c'est vers quoi on va se tourner peut-être le plus. Pour moi, c'est un ajustement, et je crois que la fin de tout ça, ça sera, je l'avais dit tout à l'heure, c'est lorsque les politiques monétaires seront donc reconvergeront un peu plus. Convergeront complètement et on en prend le chemin. Mais entre-temps, il faut quand même être un peu prudent généralement, donc peut-être sur des secteurs plus défensifs et peut-être regarder à un moment donné. Alors, le momentum n'est peut-être pas encore là. C'est possible, mais c'est peut-être ça qu'il faut privilégier. Mais c'est toujours dans ces moments-là qu'il faut se poser la question d'y aller ou pas. Enfin, je veux dire, si on attend que ce soit déjà parti, alors c'est très bien, on peut prendre le train en marche, il n'y a pas de souci. Mais et un tout petit mot sur l'or, si on veut dire, mais là, c'est effectivement le problème de l'or, c'est que c'est quelque chose qui joue avec l'inflation. Et une page a été tournée aux États-Unis, on ne l'a pas dit, mais pour la première fois depuis 2008, les taux d'intérêt aux États-Unis de la Banque centrale sont devenus positifs en termes réels. Les taux réels. Voilà. Et donc ça, c'est négatif pour l'or. Ouais, effectivement. Bon, l'once d'or qui n'a rien fait cette année, toujours sous les $1,200 cet après-midi. Grosse séance de dégagement pour les marchés actions. Le luxe en tête à Paris, qui souffre énormément ce soir, et le CAC 40 qui abandonne plus de 2%. On revient à la case départ. Vous savez, on est dans cette zone de fluctuation entre 5200 et 5500 points depuis des mois maintenant sur le CAC 40. Et bien voilà, après 5500 points marqués il y a une semaine à peine, 10 jours, et bien on se retrouve à 5200 points. La descente aura été rapide en quelques séances seulement. Moins 2% ce soir à la Bourse de Paris pour le CAC 40 à 5206 points. Merci beaucoup, merci à vous trois. Merci beaucoup d'avoir réussi les invités du Club de la Bourse. Bientôt 18h. On se retrouve demain dès 15h30 pour la suite d'Intégral Bourse. BFM Business, Intégral Bourse, jusqu'à 18h, la bourse en temps réel.